Merci. Merci Christophe Oberlin. Donc parmi toutes les activités que vous faites pour défendre la Palestine, notamment toutes les conférences, mais aussi vos voyages que vous avez bien sûr réduits parce que vous ne pouvez plus y aller en Palestine, et vous avez surtout voulu écrire un livre sur Cher Yassine qui est à l'origine donc du mouvement de la résistance Hamas qui est aujourd'hui la cible de l'entité sioniste. Alors j'aimerais d'abord que vous me présentiez ce livre, comment vous avez pu le faire, comment vous êtes organisé pour écrire sur le Cheikh Yassine. Alors, avant même de m'organiser, je me suis posé la question de l'opportunité de le faire. Je me suis aperçu, après pas mal d'années passées sur place, et un certain nombre de livres que j'ai publiés, que le Cheikh Yassine n'était pas ce que j'imaginais. J'imaginais que c'était un personnage un peu haut en couleur, avec son attitude très modeste, avec sa paralysie. Je ne l'imaginais pas un grand intellectuel. Et après avoir rencontré beaucoup de leaders du mouvement Hamas, après avoir écrit des biographies, différents textes, je me suis rendu compte qu'en fait, le Cheikh Yassine n'était pas du tout simplement une icône ou une image qu'on accroche au mur. C'était au contraire quelqu'un qui avait une histoire et qui était un véritable fondateur. Un véritable fondateur. Alors, pour s'organiser, ben, le Cheikh Yassine, je ne l'ai pas connu. Je l'ai croisé une fois tout à fait par hasard en 2004. Il arrivait pour rendre visite à un patient à l'hôpital et moi j'en sortais. Il me fait un large sourire. Mais je n'imaginais pas à l'époque que j'allais écrire un livre sur lui. Il a été assassiné en 2004 et donc je n'ai pu me fonder que sur des entretiens longs de personnes qui l'ont connu. Et donc j'ai fait au cours de 2 années, j'avais commencé un an avant le 7 octobre à peu près, un peu plus même. Et donc j'ai rencontré une trentaine de personnes qui l'ont connu de près ou de loin, la plupart l'ont connu de très près. Et donc c'est son histoire que j'ai racontée à travers ses récits. Et puis l'autre source majeure, c'est l'émission historique qu'a fait Ahmed Mansour de Al Jazeera, qui en 1998 a réussi à coincer, entre guillemets, le Cheikh Yassine. Et je crois que ça s'est passé sur 2 jours. Il a fait un enregistrement de 6 heures à peu près, et qui a été diffusé un an après par Al Jazeera en 8 épisodes de 45 minutes. Et donc cet enregistrement est véritablement historique. D'ailleurs, Ahmed Mansour en est conscient. Il a écrit un bouquin sur la réalisation de cette interview. Alors, elle doit être prise avec le contexte, c'est-à-dire que le Cheikh Yassine l'a donné en 1998, à un moment donné où le Hamas était dans d'immenses difficultés, la plupart de ses leaders étaient en prison, avaient été assassinés, le mouvement était au plus bas, il était à la fois sous le couvercle israélien et sous la répression de l'autorité palestinienne qui s'était installée en 1994. Donc, plusieurs fois au cours de l'interview, on sent bien que le discours de Yassine, c'est le discours de quelqu'un qui ne veut pas nuire à ceux qui sont encore en activité. Il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer. Voilà. Donc ça, on le sent. Il y a un petit jeu avec le journaliste qui revient plusieurs fois sur la question. Parfois même, on éclate de rire, en particulier quand on lui pose la question, mais enfin, quand vous avez fait votre courtes études en Égypte, vous avez bien rencontré des gens, des frères musulmans, et dire non, non, pas du tout. Puis à la fin, il finit par craquer, puis il raconte une anecdote qui est assez drôle. Voilà. Mais sinon, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une source primaire. Et après, sur cet axe qui a été constitué par cette interview, j'ai branché toutes les sources secondaires et ça a permis de corroborer un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il a eu une influence considérable. C'est quelqu'un déjà qui a une vision. Il a eu la vision que on ne réglait pas la question israélo-palestinienne par un accord, par une paix, par un document en quelques mois ou même en quelques années, que c'était une affaire de génération. Et ça, c'est l'idée maîtresse, c'est une affaire de génération. Et d'ailleurs, il y allait directement, il disait, je ne m'intéresse pas aux personnes âgées, je m'intéresse aux jeunes, à ceux qui ont 12, 14, 16 ans, c'est eux qu'il s'agit de former, d'éduquer,
et avec cette éducation particulière qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est une espèce de ressource, de retour aux sources, aux racines, à la philosophie, à la culture et à la religion musulmane. Donc c'est muni d'une jeunesse formée sur ces bases, eh bien, que l'on pourra un jour retrouver la liberté pour la Palestine. Donc c'est toute sa vie, ça a été cette idée. Il ne s'agissait pas de ne pas avancer trop vite, il s'agissait au contraire de s'appuyer sur une base suffisamment solide pour faire basculer les choses au moment voulu. Et en tout cas, même sans anticiper sur l'avenir, il avait raison, puisque son mouvement n'a jamais été aussi puissant, je parle électoralement parlant par exemple, que 20 ans après sa mort. Mais quand même, c'est lui qui a créé le mouvement de résistance, en fait. Alors, la résistance... armée. Voilà, oui. la résistance. Alors, certains expliquent, et je ne m'inscris pas du tout dans cette idée, et je s'est appuyé sur toutes les personnes que j'ai rencontrées ou d'autres documents, que initialement, il y avait une vision purement sociale et piétiste, et puis que secondairement, certains parlent même de tournant à 180 degrés, l'idée de la lutte armée est venue. C'est pas du tout ça. En réalité, la lutte armée, le moment n'était pas venu. C'était un mouvement de libération nationale qui a le droit à la lutte armée, c'est la règle en droit international. Mais la disproportion des forces était telle qu'il n'était pas raisonnable. Et d'ailleurs, il s'appuie sur des événements historiques que tout le monde connaît, Septembre Noir, l'évacuation du Liban de Arafat et de l'OLP. Tout ça montrait que le moment de la guérilla n'était pas venu. Et par contre, ce travail de fond eh bien, a abouti finalement 2 ans après la mort du Cheikh Yassine à une victoire électorale magistrale. Oui. Donc, il est mort en 2004. Il est mort en 2004. Donc la victoire 2006. La victoire c'est 2006. Et pourquoi l'autorité palestinienne, Israël et les Occidentaux refusent aux Palestiniens des élections depuis maintenant 18 ans, c'est tout simplement parce qu'ils craignent, entre guillemets, que le mouvement Hamas gagne les élections. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Le Hamas ne cherche pas à gagner les élections. J'ai entendu nombre de ses dirigeants dire « Nous voulons des élections pour qu'il y ait une représentativité, une légitimité de notre représentativité, mais à la limite, nous préférons les perdre parce qu'au moins, on nous laisserait tranquilles. » Voilà. Donc c'est un mouvement comme celui des frères musulmans. D'ailleurs, il suffit de se plonger un peu dans l'histoire. Le mouvement des frères musulmans est né de la colonisation britannique. Et à chaque fois qu'une dictature s'est imposée en Égypte, le mouvement des frères musulmans a été réprimé. Et dans les rares périodes où il y a eu des possibilités d'élections libres, les frères musulmans se sont présentés. Autrement dit, ce mouvement est un mouvement d'islam politique, c'est-à-dire qu'il considère que ce n'est pas parce que l'on a une réflexion religieuse que les valeurs sur lesquelles on est construit ne doivent pas être respectées dès lors qu'on entre en politique. Et il y a une citation de Hassan el-Banna, parce que Hassan el-Banna, c'est pratiquement un nom qu'on ne peut pas prononcer dans notre pays. Je pense que la première chose, c'est déjà de le lire, de voir ce qu'il a dit ou écrit. Il y a pas mal de documents. Et en particulier, il y a cette phrase qui est assez longue, mais facile à retenir, c'est de dire que si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la société, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la religion, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la politique, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'économie, et on peut continuer infiniment, eh bien, ce ne sont plus que des prosternations vides de sens. Voilà ce que disait Hassan el-Banna. Et on peut comprendre. Il n'y a finalement que ceux qui n'ont pas de croyance religieuse, de conviction, qui sont incapables de comprendre ça, mais il faudrait qu'ils fassent cet effort. D'ailleurs, je suppose que Tariq Ramadan, que vous avez déjà rencontré sans doute, est quand même aussi est à bonne école, puisqu'il est aussi ancré dans la vie politique, sociale du pays, quoi. Même s'il a été, c'est pour ça aussi qu'il a été attaqué, à mon avis. Écoutez, je crois qu'il y a un mouvement, il y a des mouvements d'islam politique qui sont très bien connus par mes amis François Burga ou Nicolas Doc-Pouillard au Liban. Il y a des mouvements qui existent
et qui, globalement, sont des mouvements qui s'appuient sur leur base historique, leurs racines, et qui refusent qu'on assigne de l'extérieur une idéologie ou une autre. Et il faut bien reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans cette affaire et qu'il est temps que les populations locales se déterminent de manière libre. C'est le cas des Palestiniens qui sont hautement éduqués et qui réclament depuis des élections libres et non faussées depuis des années et qui leur sont refusées. Et que aussi le peuple égyptien aussi est muselé pour ne pas pouvoir s'exprimer, surtout à l'égard de la Palestine. Alors là, bien entendu, je dirais que voilà, les 20 ou 23 ans qui m'ont permis de me rendre à Gaza, l'intermède Morsi a été un petit peu l'âge d'or, puisque ça a été le seul moment où on a pu circuler librement entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et il est clair que le basculement de l'Égypte hors de la dictature eh bien, améliorait considérablement la situation des Gazaouis, qui restent extrêmement proches des Égyptiens mentalement et de cœur. Et vous pensez qu'un jour, justement, l'Égypte va pouvoir ouvrir ses portes pour que les Palestiniens que vous soignez puissent être soignés correctement, ou même que vous puissiez rentrer? Est-ce que c'est ce que vous attendez? Le projet est beaucoup plus large. L'ouverture vers l'Égypte, ce serait l'oxygène pour la Palestine et pour Gaza en particulier. J'avais écrit un livre il y a une quinzaine d'années sur les chroniques de Gaza, et je me souviens qu'en 2007, c'était des chroniques écrites au jour le jour à chaque fois. Il y a une chronique de 2007 justement qui envisageait cette bascule en Égypte. Je me souviens, c'était avec un député qui s'appelait Younis El Assad. Je crois qu'on en discutait. Il est mort depuis, malheureusement. Et donc c'était l'une des possibilités de bascule dans le sens positif, et c'est effectivement ce qui s'est passé, mais avec la contre-révolution qu'on connaît. Et maintenant, avant de terminer sur le Cheikh Yassine, parce que j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qui vous a plu dans sa personnalité. Alors, la personnalité, elle est extrêmement séduisante et à plus d'un égard. Le premier, c'est la modestie. C'est-à-dire ce n'était pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui prenait les décisions et tout le monde n'avait qu'à suivre. Il écoutait énormément, il réfléchissait, faisait une synthèse, et puis après il y avait des décisions qui étaient prises à la majorité tout simplement. Lors de la création par exemple du Hamas, qui s'est fait de manière très ponctuelle, qui était en fait la transformation de la Moujama Islamia en mouvement Hamas. C'est le même mouvement, mais disons qu'ils ont changé, ils ont passé une vitesse supérieure à ce moment-là, au début de la première intifada. Il y a eu une majorité de 4 contre 3. Et donc, ils ont décidé de poursuivre le mouvement qui s'était amorcé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est très très important, c'est quelqu'un qui, depuis le début, a plaidé pour l'unité des Palestiniens. Il n'a pas cherché à monter, à développer un mouvement contre un autre. Quand ils ont été attaqués, bien entendu, il y a eu des réactions, il y a eu des bagarres. En particulier, il y a eu un épisode que je décris longuement dans le livre, l'épisode de la création de l'université islamique, où chacun avait compris que la prise en main d'une université, c'était la prise en main de l'avenir, et donc il fallait travailler en ce sens. Il y a eu des bagarres assez sévères, mais en tout cas, même au cours de ces bagarres, il y a toujours eu un respect mutuel, et en particulier, j'ai eu beaucoup d'exemples, y compris des anecdotes totalement inconnues, qui montrent l'estime qu'il avait et qui était réciproque envers Yasser Arafat. Il y a des histoires qui m'ont été contées par des témoins directs qui véritablement font sourire, avec une estime, mais aussi avec un certain sens de la formule, avec voilà, beaucoup d'élégance. Donc ça, c'était le Cheikh Yassine. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a su s'appuyer sur des compétences. Quelqu'un qui ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas tourner les pages d'un livre, il ne pouvait pas écrire, et donc il a réfléchi énormément avec ce qu'apportait comme nourriture intellectuelle ses élèves, ceux qui partaient à l'étranger, qu'il a interrogé pendant extrêmement longtemps pour développer des idées, notamment il y a des idées qui ont été développées dans le sens de la politique étrangère, alors que le mouvement n'était qu'un mouvement politique peu armé. Il y a aussi un courage indiscutable.
en ce sens que quelqu'un qui s'est retrouvé paralysé des 4 membres, et les circonstances de cette paralysie, d'ailleurs qui ne sont pas connues, je les raconte dans ce livre, sont véritablement des circonstances exceptionnelles qui nous renseignent sur les qualités du mental de la personne. Vous voulez dire de la foi aussi, non? Certainement, mais du mental, les deux, du mental. Vous verrez comment s'est passée sa tétraplégie et comment il l'a supportée. Et j'ai été frappé dans la 30e d'entretien que j'ai eu à son sujet qu'aucun de mes interlocuteurs n'ait jamais mentionné qu'il ait pu se plaindre alors qu'il était paralysé des 4 membres, qu'il ne pouvait pas s'alimenter, se gratter le nez, etc. Donc c'est quelqu'un qui aussi, je dirais, a bénéficié, entre guillemets, de son image de très grand handicapé. Et nombre de gens m'ont dit, moi j'étais jeune, je suis allé le voir, je l'ai écouté, je me disais comment Nasser vient de disparaître, on est tous en deuil, et voilà qu'un monsieur se lève dans sa grande faiblesse, se lève même pas d'ailleurs, puisqu'il était sur un fauteuil roulant, il marchait encore au début, et puis sa paralysie s'est aggravée. J'ai été frappé par exemple, il avait une très mauvaise insuffisance respiratoire, il était suivi par toute une série de médecins, ORL, pneumologues. Eh bien, j'ai été frappé par le fait que dans le dossier médical que j'ai pu consulter, sa tétraplégie n'était même pas mentionnée. C'est-à-dire que tout le monde considérait que c'était du passé, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait pas de soulagement particulier à lui apporter, on s'occupait du reste, quoi. J'ai été frappé aussi par le fait, et parce que je suis chirurgien des paralysies, c'est mon domaine de compétence en chirurgie, que dans une société qui n'aurait pas été aussi fraternelle, familiale, il n'aurait pas survécu. Pensez qu'il a pu passer au maximum de la plus longue période en prison, ça a été 10 ans, il a quand même passé 10 ans consécutifs en prison, aidé par des compagnons de prison, sans avoir de complications sévères de sa tétraplégie. Donc c'était quelqu'un qui avait un mental et qui suscitait d'emblée l'admiration. Et puis en même temps, avec une facilité de communication, combien de m'ont raconté, j'avais 12 ans, j'avais 14 ans, je suis reçu chez Kiassine, et il me parle comme s'il me connaissait depuis toujours. Et il me montre que l'intérêt qu'il me manifeste, vous voyez, y compris aux plus jeunes, et j'ai des récits aussi de jeunes femmes qui m'ont raconté des épisodes du même genre. Et donc, il y a une personnalité, indiscutablement, mais il y a aussi une vision. Et je dirais que jusqu'aujourd'hui, les lignes politiques qu'il a tracées demeurent valables. Ce n'est pas de la rigidité ni du fixisme, mais il n'a quasiment pas fait de faute politique. Il en a fait une seule, à mon avis, importante, que je relate dans ce livre, mais il faut voir le contexte. C'est cette fameuse charte de Hamas de 1998 qui a été une catastrophe et qui poursuit encore le mouvement jusqu'aujourd'hui, bien qu'elle ait été amendée, en tout cas abandonnée, et qu'une nouvelle charte ait été écrite en 2017. Mais quand on... Et pourquoi c'était une catastrophe ? C'était une catastrophe parce qu'elle est remplie de poncifs antisémites, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. J'ai fini par identifier d'ailleurs la personne qui l'avait écrite. Je l'ai même interrogé, cette personne. Et ça a été... voilà, je dirais que c'est la seule faute politique importante qu'il ait fait. Pour tout le reste, les lignes qu'il a tracées sont restées valables jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression que la personnalité que vous m'avez décrite là, du cher Yacine, c'est un peu la vôtre. Parce qu'en même temps, vous êtes courageux, vous êtes combatif, vous êtes discret, mais bon, bien sûr, à un niveau moindre, mais quand même. Non, alors, si vous voulez les comparaisons outrancières... Non, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous l'avez choisi. Je comparerais plutôt à Lamartine, voilà. Ah oui, le livre. Non pas que j'ai le talent d'écriture de Lamartine, loin de là, mais par contre, dans Lamartine, il y a quelque chose qui est peu connu, c'est l'appréhension de Lamartine de l'islam et des musulmans. Et on connaît le Lamartine écrivain qui a fait des poèmes magnifiques. On connaît le Lamartine politique qui a milité, qui est principalement responsable de la suppression de l'esclavage. Napoléon avait rétabli l'esclavage, c'est Lamartine qui l'a supprimé. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la partie politique. En réalité, Lamartine a été un connaisseur du monde musulman et de l'islam.
Et c'est en étant sur le terrain. Vous voyez la différence entre Lamartine et Victor Hugo, qui sont tous les deux considérés comme des pro-islam ou pro-musulmans, c'est que Lamartine a passé du temps sur place. Et moi, j'ai la chance, en très modeste Lamartine, j'ai la chance d'avoir passé beaucoup de temps à Gaza depuis plus de 20 ans, et donc de connaître un certain nombre de personnes, je dirais de cœur. Et ça, c'est quelque chose que les chercheurs ont du mal à atteindre ce niveau de connaissance et de confiance. Et parmi eux, d'ailleurs, vous avez sans doute beaucoup d'entre eux qui ne sont pas perdus, enfin qui sont, qui sont morts, qui sont tout simplement, disparus qui ont été depuis bien sûr, récemment dans bien sûr. cet épisode dramatique. Tous les gens qui connaissent la Gaza, eh bien, connaissent des gens qui ont disparu, des familles. Tout le monde est frappé. Et donc, vous savez, quand vous avez opéré plusieurs milliers de patients, ça fait plusieurs milliers de familles que vous connaissez de loin ou de près. Voilà, mais ça, c'est un... Et aujourd'hui, vous avez l'intention de retourner à Gaza encore, parce que vous êtes allé en avril 2024, donc vous avez dit. Oui, j'ai l'intention de retourner dès que les portes seront ouvertes du côté égyptien, parce qu'il n'est plus question de passer du côté israélien, étant donné les massacres qui ont été commis. C'est un pays que je m'interdis désormais de franchir. Et vous irez avec votre ami Christophe de Nantes, c'est ça? Voilà, c'est une équipe qui est une équipe fidèle, qui date de plus de 20 ans, avec le docteur Hassan Rafi aussi, qui est un chirurgien anglais. Nous avons eu des équipes parfois atteignant une dizaine de personnes au moment où j'avais transféré des diplômes d'enseignement de ma faculté là-bas pour former un certain nombre de chirurgiens à des disciplines précises. Voilà, donc... beaucoup d'entre eux ont été assassinés. Écoutez, certains ont disparu, mais je dirais que les plus proches sont toujours là, et en particulier l'un des chefs de service de l'hôpital Shifa, l'orthopédie, est toujours là, et le chef d'orthopédie de l'hôpital européen de Khan Yunis est toujours là aussi, mais ils ont été très durement frappés, très proches. Des amis anesthésistes ont perdu l'un son épouse, l'autre son fils, etc. Et vous conservez des relations, enfin peut-être pas quotidiennes, mais proches. Presque quotidiennes, en me non méfiant un petit peu parce que il ne faut pas à travers ces échanges dévoiler le lieu des noms de personnes de façon à ne pas peut-être guider certains bombardements. Mais en tout cas, j'ai des relations quotidiennes, oui. J'ai encore une question, parce que vous habitez donc à Paris. On va dire quand même que vous fréquentez des personnes de différentes communautés, mais aussi des juifs. Et vous avez des contacts avec ces juifs qui sont peut-être aussi antisionistes, remarquez. Je dirais que c'est très compliqué parce que vous avez chez les gens qui se revendiquent comme juifs, pour moi la définition d'être juif, c'est quelqu'un qui dit je suis juif, quelles qu'en soient les raisons. Eh bien, ça va de l'Union des Juifs français pour la paix, qui sont tous des amis et des amis ES très proches et qui ont énormément de courage, avec lesquels on a beaucoup d'activités communes. Comme Olivier Zemmour, je suppose. Oui, je ne veux pas citer de nom pour ne pas vexer les autres, comme on dit. Oui, et puis ça va jusqu'à des contacts, je dirais, très glaçants, en particulier. J'ai et en particulier un de mes anciens élèves, étudiant de Bichat, qui est installé maintenant depuis une vingtaine d'années là-bas et avec lequel j'ai fait d'énormes efforts pour continuer à entretenir des relations épistolaires, quelques messages audio. Et je dois dire que je suis effrayé de voir, même aujourd'hui, c'est-à-dire 18 mois après le début du génocide, de voir l'obstination, vous voyez. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont inguérissables mentalement, et d'ailleurs ça donne une raison de plus pour écouter, ce qui n'est pas le cas malheureusement, les propositions du Hamas, qui étaient d'ailleurs les propositions du Cheikh Yassine en disant aucune paix n'est possible du jour au lendemain, la seule chose qui est possible c'est de faire une trêve de longue durée, 10 ans, 15 ans, 25 ans, et après cette trêve de longue durée, une autodétermination de toutes les populations concernées sur le tracé des frontières. Et le Hamas, depuis toujours, souhaite la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, sans reconnaissance d'Israël, puisque les frontières d'Israël varient tous les jours.
l'apartheid intra-israélien n'est pas tolérable. Et le Hamas réclame depuis des décennies, et notamment à travers ses avocats à la Cour pénale internationale, l'application stricte du droit international. L'application stricte du droit international. Donc on voit que entre les deux parties qui s'affrontent actuellement, il y en a une qui très clairement demande l'application du droit international. Et malheureusement, ce n'est pas la partie qui est soutenue par les pays occidentaux, qui se mettent donc en dehors du droit international. Et ça, c'est... Oui, puisqu'ils reçoivent Netanyahou alors qu'ils ne devraient plus le Bien sûr, la France a déclaré l'immunité de M. Netanyahou, ce qui est une monstruosité juridique. Le mot immunité ne figure nulle part dans le statut de Rome. Et donc, c'est de la complicité de génocide dont il s'agit. Oui. Où on peut affilier aussi les médias, puisque c'est quand même à cause d'eux que les médias sont... Enfin, on va dire que les médias sont prisonnières. C'est un grand sujet, les médias, et il y a eu un colloque d'ailleurs récemment à Istanbul, j'ai eu la chance de participer sur la perception du narratif palestinien dans les médias, et c'est vrai que là, il y a beaucoup à dire. Oui. Je vous remercie, Christophe Oberlin, de m'avoir accordé quelques minutes. On pourrait discuter plus longtemps, mais l'important, c'est le livre. Voilà. Tiens, je vais le remettre. Oh. Attends. Ah, je le mets comme ça, alors. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Là, voilà, ça y est. Merci.